Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme malgré le fait qu'on a encore pas mal de FUD ces derniers jours autour de l'écosystème crypto. Le principal catalyseur du rejet de ces derniers jours nous vient du Japon. En effet, ils vont probablement augmenter leur taux en décembre, ce qui va avoir un gros impact du côté du yen carry trade. Pas mal de FUD aussi du côté de Tether et de MicroStrategy. Tout ça efface complètement quelques énormes news, notamment du côté de Vanguard. En effet, on a le deuxième plus gros gestionnaire d'actifs au monde qui permet désormais à ses clients d'acheter des ETF crypto. Donc on a un marché crypto qui est toujours dans la zone de peur à 22 sur le Fear and Greed. Du côté du price action sur Bitcoin, après une reprise fin de semaine dernière qui nous avait ramené jusqu'aux 93 000 $, on s'est de nouveau fait rejeter et on se maintient aujourd'hui au niveau des 87 000. Toujours autant de liquidation avec pratiquement 800 millions de dollars effacés hier, principalement du côté des longs. On attaque donc cette semaine avec un Bitcoin qui est potentiellement en train de nous marquer, on l'espère, un creux ascendant. Pour ce qui est des ETF, rien de vraiment significatif que ce soit d'un côté ou de l'autre. On a de très légers inflows sur BTC, de très légers outflows sur Sol et sur ETH. Pour ce qui est des indices US, tout va bien, on est plutôt en phase de reprise. Une des bonnes nouvelles de cette semaine, c'est que du côté des politiques monétaires de la Fed, le quantitative tightening a officiellement pris fin hier. D'ailleurs, on attend plusieurs datas importantes cette semaine, notamment du côté de l'inflation. Dans cette vidéo, on va donc décortiquer tout ça ensemble et comme d'habitude, je vais vous donner toutes les news importantes de l'écosystème et on va finir par faire un gros tour des graphes. Pour rappel, on sort 3 vidéos par semaine où on analyse complètement le marché, donc si ce genre de contenu vous intéresse, continuez de vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à liker et à commenter nos vidéos. Avant d'aller plus loin, je voulais vous informer que le club est désormais fermé, quelque chose d'énorme se prépare, donc restez bien connectés les prochaines semaines. On attaque avec les news et avec le principal catalyseur qui a fait chuter Bitcoin hier. On a le rendement des obligations japonaises à 2 ans qui a atteint 1%, c'est-à-dire leur plus haut niveau depuis 2008, laissant penser bien évidemment que la Banque du Japon s'approche d'une hausse de taux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Japon, les taux étaient ultra bas depuis des années grâce aux politiques monétaires de la Banque du Japon. Récemment, on a vu les rendements des obligations à 10 ans grimper pratiquement à 2%, et comme on vient de le voir, ceux à 2 ans viennent d'atteindre les 1%. Le résultat de tout ça, c'est que les obligations japonaises deviennent plus attractives et donc le yen se renforce. Et ça a un impact direct sur ce qu'on appelle le yen carry trade. En effet, pendant des années, les investisseurs ont pu emprunter du yen très bas. Très souvent, ces yens étaient convertis en euros ou en dollars pour être investis dans des actifs plus risqués comme les actions US, les actions tech ou encore les cryptos. Mais avec les rendements qui remontent, on a le yen qui coûte plus cher à emprunter et ça rend bien évidemment le remboursement plus difficile. Du coup, il y a tout le monde qui déboucle en vendant ses actifs à l'étranger pour rapatrier l'argent. Et ça crée un peu un mode panique où les investisseurs fuient les actifs risqués pour revenir sur du sûr. Et dans ce cadre-là, forcément, Bitcoin est toujours le premier à morfler. Toujours du côté du Japon, après les obligations, on a le Japon qui va par contre réduire la taxe sur le Bitcoin et les crypto-monnaies à 20%. Autre énorme nouvelle du côté de BlackRock, on a les ETF Bitcoin qui sont leur première source de revenus. En effet, selon un cadre de l'entreprise, les ETF Bitcoin rapporteraient désormais plus que n'importe quel autre produit de BlackRock. On passe sur Strategy qui continue son accumulation et qui a acquis la semaine dernière 130 BTC pour environ 12 millions de dollars. L'entreprise détient désormais 650 000 BTC. Forcément, ça nous amène un peu sur la partie FUD. On a notamment Michael Saylor qui a tweeté cette semaine et si on commençait à ajouter des points verts, alors que historiquement les points d'achat ont toujours été des points orange. Donc forcément, ça amène sur les premières rumeurs qui disent que MicroStrategy va vendre, ce qui a bien évidemment immédiatement été démenti. On a Strategy qui vient d'annoncer quelque chose de majeur. L'entreprise a en effet constitué une réserve de 1,44 milliard de dollars qui est destinée à couvrir jusqu'à 21 mois de paiement sur ses dettes et dividendes. Donc en clair, ces 1,44 milliard de dollars, ils sont là pour survivre même si Bitcoin reste longtemps sous pression. Ils sont là aussi pour faire en sorte que Strategy n'ait plus besoin de vendre du BTC pour assurer les coupons, ce qui représente donc une sécurité supplémentaire pour ses créanciers et actionnaires. Ce matelas USDC est donc financé par des ventes d'actions via son programme ATM et Strategy prévoit même de l'augmenter pour couvrir jusqu'à 24 mois. Donc le message stratégique, il est quand même assez limpide, c'est que la société veut continuer d'accumuler du Bitcoin sans être menacée par la volatilité et sans fragiliser sa structure de dette. Avec leurs 650 000 BTC, Strategy détiennent désormais plus de 3% de l'offre totale de BTC et ce nouveau buffer USD réduit considérablement les risques court terme que beaucoup fantasmaient. Et pendant que les petits investisseurs sont en train de paniquer, on peut se rendre compte que du côté des whales, ça accumule fortement du Bitcoin en dessous de 100 000 dollars. On passe sur Ethereum avec Bitmain qui a acheté pratiquement 100 000 ETH supplémentaires pour pratiquement 280 millions de dollars la semaine dernière, portant leurs avoirs totaux à 3,73 millions d'ETH, soit pratiquement 10,5 milliards de dollars. Du côté de Link, on a Grayscale qui va lancer cette semaine le tout premier ETF Chainlink Spot aux États-Unis, le GLNK, en convertissant son Trust Link existant en ETF. Comme je vous le disais au début de vidéo, énorme nouvelle, on a Vanguard, le deuxième plus grand gestionnaire d'actifs au monde qui permet désormais à ses clients d'accéder aux ETF crypto sur sa plateforme. Et c'est toujours pareil, hein, on regarde comment ça a commencé et comment ça se passe vraiment. On a Vanguard qui nous avait dit que Bitcoin n'avait absolument rien à faire dans un portefeuille long terme et qu'il n'était absolument pas une réserve de valeur. Et aujourd'hui, ils viennent justement de permettre à leurs clients d'en acheter. Et enfin, on revient sur le dernier FUD de la semaine au niveau de Tether qui serait menacé par sa diversification dans l'or et le BTC. En effet, on a Arthur Hayes qui estime que la stratégie de Tether pourrait rendre l'USDT insolvable. Tout ça a bien évidemment immédiatement été démenti par le CEO de Tether qui répond au FUD concernant la solidité financière de l'entreprise. En effet, selon lui, l'attestation du troisième trimestre 2025 confirme une situation largement excédentaire avec environ 7 milliards de dollars de capital supplémentaire. Les actifs totaux du groupe Tether représenteraient 215 milliards avec un passif en stablecoin à 185 milliards. Et il précise aussi que plusieurs analyses externes ont ignoré l'équité du groupe ainsi que les près de 500 millions de dollars de bénéfices
mensuel issu des rendements des bons du trésor américain. Un oubli qui selon lui biaiserait complètement l'interprétation de la santé financière de Tether. Surtout qu'on sait que Tether a acheté plus d'or le trimestre dernier que n'importe quelle banque centrale, sachant qu'on a un or qui dépasse les 4250 $ l'once, donc j'ai quand même un peu de mal à imaginer qu'ils aient des problèmes de solvabilité. Du côté des politiques monétaires de la Fed, ça y est, la Réserve fédérale met officiellement fin au quantitative tightening. Et ça historiquement c'est quand même plutôt très bullish pour les actifs risqués, particulièrement les cryptos. Vous pouvez constater que quand le quantitative tightening a pris fin, on a toujours eu un rebond des altcoins contre Bitcoin. Comme on vous le répète depuis plusieurs vidéos, on est au début d'un inflow massif de liquidités les amis, et ça a toujours profité historiquement aux cryptos. Si on va faire un tour du côté de l'inflation sur Trueflation, on a une belle descente quand même sur le mois de novembre, on est aujourd'hui à 2,51%. Pas mal de choses importantes également du côté du calendrier économique, on a le rapport sur les nouvelles offres d'emploi qui va sortir cet après-midi, demain on a la création d'emplois non agricoles, le PMI service, jeudi les inscriptions hebdomadaires au chômage et surtout vendredi l'inflation avec le PCE. Et enfin pour ce qui est des probabilités de baisse de taux, on est toujours au-dessus de 87% de proba. Pour ce qui est des indices US, on a le SP500 qui est toujours très proche de son ATH et on a le Nasdaq qui continue d'en prendre la direction, on est aujourd'hui à 25 440 points. On attaque l'analyse avec Bitcoin, on démarre en weekly, on est toujours en train de travailler justement le premier arrêt sur le retracement de Fibo de tout le mouvement haussier depuis novembre 2022. Donc tant que le premier arrêt est maintenu, on est toujours dans des configurations de continuation de tendance haussière. Au niveau de la structure macro, tant qu'on n'a pas cassé le plus bas de 75 000, on n'a pas d'inversion structurelle long terme. Pour ce qui est du price action en daily sur Bitcoin, après être venu visiter les 80 000 $, on avait eu une belle première reprise jusqu'aux 93 000. Malheureusement, on se fait rejeter par la zone de résistance des 93 et à cause de ce qui s'est passé au Japon, il y a eu quand même un beau rejet. On est venu mêcher hier jusqu'aux 84 000 $. Par contre, ce qui est intéressant au niveau de la structure de Bitcoin, c'est que même avec la mèche qui est descendue aux 83 000, 84 000 $, on est en train de maintenir un creux ascendant vis-à-vis du dernier. Donc là, ce qui est très important justement, c'est vraiment de maintenir des plus bas de plus en plus haut pour voir déjà dans un premier temps une stabilisation en vue d'une potentielle reprise. Par contre, là où il va falloir faire attention, c'est justement qu'on avait créé quand même un déséquilibre de marché quand on avait repris justement la zone globalement des 92 000 $. Cette zone de déséquilibre de marché a été reprise fortement par les vendeurs. Donc là, c'est probablement en train quand même de devenir une zone de résistance. Ce qui est très très important encore une fois, c'est vraiment de ne pas venir casser ce dernier plus bas parce que sinon les probabilités de revenir visiter des zones plus basses, au moins d'aller faire un plus bas sous les 80 000 $, augmentent quand même fortement. Au niveau du RSI, après être descendu très bas dans la zone de survente, on a touché les 23 sur le RSI, on est revenu au contact de cette trendline là qui avait quand même plutôt bien maintenu le cours. Donc là, ce qui est important maintenant, c'est vraiment de la reprendre et de se rediriger tranquillement vers la zone des 50. Pour ce qui est des ETF sur Bitcoin, comme je vous disais, il n'y a pas de direction significative. On a eu quelques mini inflows, voilà, 21 millions, 70 millions, 8 millions. Bon, c'est pas vraiment ça qui va nous soutenir le prix spot. Pour ce qui est de la Bitcoin dominance, par contre, on est en train vraiment de marquer un creux ascendant vis-à-vis du dernier. Donc ça nous montre bien évidemment une surperformance de BTC vis-à-vis des alts. Pour ce qui est d'Ethereum, on est sur une configuration très similaire à celle de Bitcoin. Après un point bas globalement aux 2630 $, on avait commencé à tenter d'amorcer une reprise. On se fait finalement de nouveau rejeter. Par contre, même avec la mèche, on vient maintenir un creux ascendant vis-à-vis du dernier. Donc là, très important de maintenir justement une structure haussière avec des plus bas de plus en plus haut. Et là, ce qui va être important, c'est vraiment de venir redépasser justement ce plus haut au niveau des 3100 $. Ce qui est intéressant à regarder, c'est du côté du RSI, on constate qu'on est quand même sous une sacrée compression depuis juillet 2025. Donc je pense que quand on va casser cette trendline, on pourra avoir quand même une belle accélération du côté d'Ethereum. Donc ce qui est important du côté de la structure sur Ethereum comme sur Bitcoin, c'est vraiment de garder ce creux ascendant et de venir reprendre le dernier plus haut au niveau des 3100 $. Pour ce qui est des ETF sur ETH, ça soutient pas du tout le prix spot. On a quand même un inflow hier de pratiquement 80 millions de dollars. Pour ce qui est de notre ami Solana, même chose, on est en train vraiment de marquer un double bottom là sur la zone de support des 125 $. Même chose, la mèche n'a pas enfoncé la dernière, ce qui pour le coup pour l'instant nous maintient un creux ascendant. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du RSI par contre, on a vraiment une belle divergence qui a été confirmée. Donc là, ça peut nous amener aussi à penser qu'on pourrait avoir des signaux de reprise si jamais bien évidemment l'écosystème s'améliore, particulièrement du côté de Bitcoin. Donc là, ce qui est important aussi, comme sur le reste des structures, hein, que ce soit Bitcoin et ETH, c'est de ne surtout pas casser ce dernier creux, venir reprendre ce dernier haut au niveau des 145 $, potentiellement s'attaquer à la zone de fair value gap, mais au moins valider la reprise du support des 143. Sachant que du côté des ETF Solana, léger inflow hier, on est à moins 13 millions de dollars. Globalement, une configuration similaire un peu partout, hein, même si on se fait un petit tour du côté d'XRP, on voit qu'on est potentiellement en train de marquer un creux ascendant vis-à-vis du dernier qui avait été fait au 1,83 $. On s'est fait de nouveau rejeter là par cette belle trendline baissière au niveau du RSI. Donc ce qui va être important dans un premier temps, c'est de la reprendre. Ce qui pourrait être intéressant par contre du côté d'XRP, c'est qu'on a des inflows sur les ETF. Là, hein, pour le coup, ça s'est jamais arrêté, même si c'est des petits inflows, 22 millions, 22 millions, 21 millions, mais c'est quand même des choses qui maintiennent un peu plus le prix spot. Du côté du price action sur XRP, globalement la même chose, important de maintenir vraiment ce creux ascendant et de revenir dans un premier temps reprendre aussi cette zone de support résistance importante au niveau des 2,30 $ qui est marquée par le dernier plus haut. On continue avec NIR Protocol qui a cassé son dernier plus bas, donc qui est vraiment dans de la continuation de tendance baissière. On est toujours extrêmement bas au niveau du RSI. Donc là pour le coup en plus on a créé une zone de fair value gap inversée qui si jamais on a une reprise pourra nous servir de zone de résistance. Donc pour le coup toujours très baissier au niveau de NIR. Si jamais on est vraiment amené à casser cette zone de support là au niveau des 1,71 $, on pourrait aller revisiter la prochaine zone de support qui se trouve globalement au niveau des 1,42
$2,43. Si jamais on est amené à entamer une reprise du côté NIR Protocol, ce qui sera très important dans un premier temps, c'est de revenir prendre le dernier plus haut au niveau des $1,98, créer un creux ascendant pour pouvoir repartir tranquillement en direction du nord. Mais là, c'est quand même assez baissier du côté NIR. Même chose du côté de Tao, on continue d'enchaîner les bas de plus en plus bas. Il y a vraiment une dynamique baissière caractéristique. On crée des zones de fair value gap. Donc là, encore une fois, ce qui est important, c'est de maintenir la zone de support au niveau des 265. Si jamais on est amené à la casser, la prochaine zone de support, elle se trouve au niveau des $233, sachant qu'on est en train de recasser cette trendline qui maintenait le cours au niveau du RSI. Bon, il y a un potentiel début de divergence qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, on descend sur le price action, on monte au niveau du RSI, mais là, c'est important vraiment d'entamer une reprise sévère, sérieuse au niveau, enfin, de reprendre la direction des 50 pour pouvoir, on l'espère, repartir sur un momentum haussier. Parce que si jamais on est amené à casser, on va se retrouver sur la zone de support globalement des $225-$230. Par contre, si jamais on entame une reprise du côté de Tao, très important de reprendre dans un premier temps le dernier plus haut au niveau des $322 et potentiellement de maintenir un creux ascendant avant la reprise. Du côté de BNB, on est plutôt dans des configurations similaires à celles qu'on a sur un Bitcoin, un Ethereum et un Solana. On est en train de marquer un creux plutôt ascendant, donc là très important aussi de revenir prendre le dernier plus haut au niveau des $911. Au niveau du RSI, on voit qu'il y a une légère reprise, on avait cassé une trendline qui maintenait le cours, mais là il va vraiment falloir accélérer aussi en direction de la ligne des 50. Même chose du côté d'Avax d'Avalanche, on a vraiment du mal à marquer un bottom, on est venu faire un double bottom pratiquement parfait au niveau des $12,50. Au niveau du RSI, vraiment ça commence à diverger beaucoup, hein. Vous voyez, on a vraiment le coup plat sur le RSI au niveau des points bas, alors qu'on descend quand même franchement au niveau du price action. Donc ça peut nous amener quand même à penser que l'Avax il est quand même très sous-évalué à son prix. On recommence de toute façon à rentrer dans des zones d'achat à long terme qui sont quand même extrêmement intéressantes. Après, Avax, c'est de la petite diversification. Moi, ça représente moins de 1% de mon portefeuille, mais globalement, on voit qu'il a toujours du mal. Donc ce qui est important, c'est de surtout pas venir casser la dernière mèche au niveau des $12,46, reprendre dans un premier temps le dernier plus haut au niveau des $15,30 pour potentiellement marquer un creux ascendant et entamer une reprise. Parce que là, du côté d'Avax, si jamais on est amené à vraiment casser la zone de support au niveau des $13 globalement, on va vite retourner faire un tour à mon sens au niveau des $10. Même chose pour si on a vraiment du mal, on a marqué un double bottom au niveau des $1,32. Au niveau du RSI, ce qui est sympa, c'est par contre, c'est qu'on commence à reprendre tranquillement, enfin en tout cas déjà à sortir de la zone de survente. Ce qui serait bien, ça serait de casser cette trendline baissière qui a maintenu le cours pendant un moment pour pouvoir repartir en direction de la ligne des 50. Très important de reprendre déjà la zone de support au niveau des $1,70. Ça nous marquerait du coup un double bottom avec un plus haut que le précédent pour pouvoir derrière faire potentiellement un creux ascendant et entamer aussi une reprise. Mais ça, comme vous le savez, ça va dépendre avec ce que va faire Bitcoin. Et prochain gros point de support, si jamais on est amené à casser la zone au niveau des 1,40, on va se retrouver très rapidement quand même au niveau des $1,15. On continue sur le H-bar en daily qui lui aussi est en train d'essayer de maintenir un creux ascendant vis-à-vis de la dernière mèche qui avait touché globalement les 12 centimes de dollars. Au niveau du RSI, ce qui est plutôt cool quand même, c'est qu'on a cassé une grosse trendline, on a pris la ligne des 50, bon on se fait rejeter, mais on vient faire pullback sur cette trendline et on essaie de se rediriger tranquillement vers la zone des 50. Au niveau de la MACD, bon on est plutôt en train de se rapprocher vers un croisement plutôt bearish, mais ce qui est important, voilà, c'est vraiment de conserver pour le coup cette zone de support. On espère revenir casser le dernier plus haut pour entamer aussi une dynamique haussière et dans un premier temps, ce qui va être important, c'est de reprendre la zone de résistance des 16 centimes. On continue avec Aster qui est venu toucher les 80 centimes de dollars, hein, qui tient quand même bien sa zone de support, qui maintient aussi du coup un creux ascendant vis-à-vis du dernier point bas qui avait été fait aux 82 centimes. On a le RSI qui est en train de sortir d'une zone de survente pour se rediriger tranquillement, on l'espère, en direction de la ligne des 50. Au niveau de la MACD, on est potentiellement en train de croiser bullish dans les jours à venir, signe d'une potentielle reprise. Il y a eu quand même une belle capitulation de prix, on est potentiellement en train de rentrer dans une capitulation par le temps. Ce qui est important là au niveau du price action, c'est de revenir reprendre le dernier plus haut des 1,07 pour potentiellement justement faire un nouveau plus haut, marquer derrière un creux ascendant qui nous permettrait peut-être de valider la zone de support au 1,06 pour repartir vers le nord. Mais ça, bien évidemment, ça va rester à corréler comme vous le savez avec ce que fait Bitcoin. Pour ce qui est d'Aero, on est en train de retravailler la zone de support des 61 centimes. Bon, malheureusement, là, on a créé un creux plus bas que le précédent, donc on est quand même toujours dans une continuation de tendance baissière. Après, ce qu'il va falloir là impérativement, c'est vraiment maintenir justement cette zone de support au niveau des 60 centimes. Sur le RSI, on avait réussi à s'affranchir d'une belle trendline baissière, on avait repris les 50, bon là on la repère. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est vraiment reprendre la direction des 50 pour potentiellement avoir un momentum un peu plus haussier. Il n'y a pas de croisement significatif au niveau de la MACD, il y a un volume qui est plutôt descendant, mais par contre, on est toujours en train de travailler la zone de rechargement de longue du dernier mouvement. Donc là, ce qu'il faudrait dans un premier temps, c'est potentiellement une stabilisation avec une reprise, venir reprendre le dernier plus haut au niveau des 75 centimes de dollars pour potentiellement derrière marquer un creux ascendant et une reprise. Par contre, ça commence vraiment à être sympa du côté du pump. Bien évidemment, ça fait partie des cryptos qu'on a en portefeuille dans le club. On a pu venir en réaccumuler à hyper bon prix. Déjà, on s'était pris toute la poussée. On était sorti quand même très proche du top et après, on est re-rentré. On est vraiment resté patient. Encore une fois, hein, la crypto, c'est vraiment un jeu long terme. Mais là, on est quand même en train d'essayer de casser potentiellement une trendline baissière en rouge qui maintient le cours depuis un moment. Sur le RSI, on est aussi en train de casser une trendline plutôt baissière. On se dirige au niveau de la ligne des 50. On est plutôt bullish au niveau de la MACD. Pour le coup, voilà, je pense que le pump, voilà, c'est quand même une super crypto. C'est un super projet. Ça génère énormément de revenus. Ça fait du buyback. Donc pour le coup, nous, on est quand même très intéressé par ce genre de configuration. Je pense que voilà, à mon avis, il va pas tarder à nous entamer une reprise incessamment sous peu, le pump. Surtout qu'il est en train
train de nous faire un creux ascendant vis-à-vis du dernier. Donc là, ce qui est très important, c'est de venir reprendre le dernier plus haut qui avait été fait au niveau des 0,003 pour vraiment entamer une vraie reprise et une vraie structure haussière. On continue avec le hype qui lui nous marque un creux descendant vis-à-vis du dernier. On est venu faire un nouveau plus bas dans la structure au 29,05$, plutôt de la continuation de tendance baissière. En plus, on voit qu'on vraiment crée de la fair value gap sur les baisses et on se fait rejeter par ces zones-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du RSI, par contre, on a pris un creux plutôt ascendant, donc potentiellement un début de divergence. Pour rien de fou, on a une MACD qui potentiellement devrait peut-être recroiser bullish dans les jours à venir. Volume plutôt descendant. Mais là, ce qui va être important dans un premier temps, c'est déjà reprendre la zone de fair value gap qui a été créée justement dimanche, reprendre aussi la zone de support au niveau des 33, venir s'attaquer au plus haut des 38$ pour marquer un plus haut ascendant qui nous permettrait, selon la théorie d'eau, peut-être de venir marquer derrière un creux ascendant et donc de reprendre une dynamique un peu plus haussière. Mais globalement, voilà, on est quand même toujours sur des dynamiques pas top du côté de hype. On termine cette vidéo avec Virtual qui est toujours en train de travailler sa zone de rechargement de longue sur son dernier mouvement. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on maintient un creux ascendant vis-à-vis des derniers, hors mèche de liquidation du 10 octobre qui avait été fait globalement au niveau des 66 centimes de dollars. On est en train de retravailler toutes les dernières zones de fair value gap qui avaient été créées pendant la reprise qui nous avait permis de reprendre les plus hauts des 1,20$ et des 1,35$. On avait fait quand même une jolie mèche jusqu'au 1,90$. Donc là, on espère une potentielle reprise. Faut surtout pas invalider justement cette structure haussière en venant casser ces derniers plus bas. Au niveau du RSI, on avait réussi à s'affranchir d'une belle trendline baissière. On avait reglissé dessous, on fait 2 fois pullback et là, il semble qu'on ait encore envie de reprendre la direction de la ligne des 50. Je pense aussi que quand on va casser justement cette trendline baissière au niveau du RSI, ça va recommencer à devenir intéressant sur Virtual. Là, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est revenir reprendre le creux, justement le haut ascendant qui se faisait au niveau des 1,05$ pour potentiellement entamer une reprise et repartir reprendre la zone de support au niveau des 1,20$. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'étant un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches, gérez bien votre risque et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. C'était JB du Mare of Club. On se retrouve dans une prochaine vidéo et puis comme d'habitude, que les marchés vous soient favorables. Prenez bien soin de vous.